Salut à tous! Aujourd'hui, Major Prépa vous propose une vidéo un peu particulière, une petite réflexion sociologique sur la classe prépa. On va aller au-delà des critiques classiques qui font de la classe prépa une formation bourrage de crâne pour élite. Pour cela, on va s'appuyer sur l'ouvrage de la sociologue Muriel Darmon, Les classes préparatoires, la fabrique d'une jeunesse dominante. Alors mettons les lunettes de sociologue, et c'est parti! Beaucoup de journalistes et de scientifiques se sont intéressés aux thématiques de la reproduction sociale et des inégalités scolaires. Mais alors, me direz-vous, pourquoi faire la sociologie de la classe prépa? Eh bien, tout simplement parce que le public n'y connaît pas grand-chose. Au mieux, une personne lambda sait qu'il existe des parcours scientifiques, littéraires et commerciaux, mais ça s'arrête là. Mais si on s'intéresse au fonctionnement même de la classe prépa, c'est-à-dire à son quotidien, à la manière dont elle transforme durablement les individus, là, c'est le désert total. Le peu de connaissances s'explique parce que c'est une filière de niche. L'ensemble des classes préparatoires ne regroupe que 3,2% des étudiants français. Il apparaît donc moins légitime de se focaliser sur une formation destinée à une poignée d'étudiants, d'autant plus qu'elle souffre de critiques sur sa fermeture sociale. Avant l'étude sociologique de Muriel Darmon, la classe préparatoire n'avait jamais été étudiée pour elle-même, en tant que phénomène social et comme institution du quotidien. La sociologue a donc bénéficié d'un terrain vide pour construire sa recherche. Muriel Darmon s'est immergée dans une classe préparatoire pour étudier son fonctionnement et l'observer de fond en comble. C'est ce qu'on appelle l'observation ethnographique. Ce qui lui a permis d'accéder à un ensemble de moments variés, plus ou moins formels, et qui rythment la vie en classe prépa. Et enfin, elle a complété ses observations avec une centaine de longs entretiens individuels avec les élèves. On ne connaît pas le nom du lycée en question, mais elle le qualifie de grand lycée de province, avec des prépas économiques et scientifiques. La grande problématique du livre est celle de la socialisation vécue par les étudiants pendant les années prépa. Pour faire simple, la socialisation, c'est le processus d'apprentissage, d'appropriation de normes et de valeurs par lequel un individu va évoluer dans un environnement social donné. L'auteur cherche à analyser la fonction technique des classes préparatoires et elle veut montrer comment cette formation est au quotidien une machine à former et à transformer les individus. Cet ouvrage présente donc les effets de la classe prépa et la façon dont ils vont se répercuter sur les étudiants tout au long de leur vie. La première idée de l'ouvrage est la suivante. Pour que les classes prépa puissent fonctionner, il est nécessaire qu'un système rigoureux, contraignant et disciplinaire soit instauré. Muriel Darmon parle d'une institution enveloppante pour décrire une formation puissante mais non totalitaire, violente mais soucieuse du bien-être de ses membres. Mais que veut-elle dire par là? Même si les élèves en prépa sont a priori sérieux et bosseurs, motivés par les concours, la classe prépa est une instance de mise au travail de sa population. Et cela passe par plusieurs règles. Règle numéro 1, recruter un bon cru. L'auteur convoque le philosophe Foucault et son travail sur les institutions disciplinaires. Elle fait un parallèle entre les classes prépa et des institutions comme l'armée ou encore l'usine. Elles ont en commun la sélection des candidats sur leur docilité et leur capacité à répondre aux exigences. Le dossier scolaire, mais aussi les notes et le comportement en général sont cruciaux pour la candidature faite en terminale. Constituer une promotion docile via le recrutement est donc une première condition pour réussir à mettre les étudiants au travail. Règle numéro 2, le rite du discours de bienvenue en classe prépa. Chaque directeur de prépa fait en général un discours de rentrée pour motiver les troupes. Le lexique de l'armée n'est pas anodin. Ce moment très rituel symbolise l'entrée dans le travail. Et ce qui est intéressant de remarquer dans ce discours, c'est que les résultats scolaires et l'obéissance sont placés au même niveau. Règle numéro 3, construire un environnement clos. Autrement dit, tout au long des 2 ou 3 ans, on travaille, on dort et on se distrait dans un seul et même endroit, le lycée. Le fait d'être ensemble participe aussi à la mise au travail, d'autant plus que les horaires sont très souvent cadrés par l'institution. Règle numéro 4, faire de la discipline toute l'année. Cette mise au travail est entretenue tout au long de l'année via des processus disciplinaires dont parlait déjà le philosophe Foucault en 1975 dans son ouvrage « Surveiller et punir ». Il mentionnait en effet le triptyque « surveillance, sanction, examen ». La sociologue le reprend pour les classes préparatoires. Surveiller les retards, les absences, les comportements scolaires, sanctionner par des rappels à l'ordre et examiner, d'où l'importance des cols, des notes, des examens, des DS tout au long de l'année. Règle numéro 5, maintenir un système bienveillant en classe prépa. En effet, c'est ce qui permet d'entretenir une dynamique de travail tout au long de l'année. La figure du professeur est primordiale. Il donnera un ensemble de conseils pour gérer sommeil, alimentation et détente et vise ainsi à un bien-être psychologique et physique des étudiants. Pour autant, certains comportements échappent aux règles qu'on vient de mentionner, ce qui crée une petite clandestinité au sein de la classe prépa. C'est la seconde idée de l'ouvrage. En effet, la classe prépa suppose de mettre une grande partie de sa vie entre parenthèses pendant 2 ou 3 ans. La prépa revient donc à limiter loisirs, amis, famille et sorties. Si on résiste en prépa, c'est bien souvent parce qu'on trouve des combines pour contourner ces règles trop strictes, trop pesantes et parfois intenables sur le long terme.
Et pour la sociologue, il y a 3 types de comportements déviants en classe prépa. Premièrement, les pratiques dites souterraines. Dans cette catégorie, la chercheuse place toutes les pratiques qui se trouvent en dessous du scolaire, c'est-à-dire cachées derrière un comportement en classe. Il peut s'agir de tricher, de frauder, de faire semblant de prendre un cours ou carrément de se moquer du système ou d'un prof par exemple. Deuxièmement, les pratiques dites marginales. Ce sont l'ensemble des choses faites à côté de la prépa, là où les étudiants s'approprient un espace de liberté. Il s'agit de sortir symboliquement ou physiquement de la classe prépa et de son travail. Autrement dit, ce sont tous les moments off qu'on va se permettre de prendre un soir, un week-end ou pendant les vacances et qui sont hors du contrôle de l'institution. Troisièmement, la vie amoureuse en prépa. C'est une des composantes clandestines de la vie en prépa. Et d'ailleurs, les professeurs et le directeur sous-entendent bien souvent qu'amour et prépa ne font pas bon ménage. La sociologue a alors défini 4 types d'amour en prépa. L'amour impossible. Alors là, l'étudiant fait clairement le choix de renoncer à cela puisque ça prend beaucoup trop de temps. L'amour marginal. Dans ce cas-là, le copain ou la copine ne fait pas partie de la prépa. L'aventure amoureuse a un caractère marginal et permet de garder un contact en dehors de la classe prépa. L'amour souterrain. Cette fois-ci, la relation a lieu avec quelqu'un de la classe préparatoire, mais elle n'est pas officialisée. Il peut s'agir d'une relation d'entraide pour les cours, ou bien au contraire, les deux amoureux décident de s'éloigner de l'activité scolaire et la relation consiste alors en un échappatoire. Et enfin, l'amour officiel. Les deux amoureux sont en classe préparatoire, la relation est officialisée et bien souvent, ils s'entraînent pour les cours. La troisième grande idée de l'ouvrage concerne les apprentissages et les compétences développées par les étudiants en classe prépa. La chercheuse tente de souligner comment les étudiants sont façonnés pour pouvoir exercer plus tard de hautes fonctions en entreprise. Premier changement, devenir un maître du temps. La socialisation temporelle est le premier apprentissage qui va modifier durablement les étudiants. En effet, ils apprennent à travailler dans l'urgence, à courir après le temps, mais pourquoi ? La maîtrise de l'urgence est un critère d'excellence en prépa. Le bon élève est en fait celui qui arrive à s'organiser, anticiper et ne pas prendre trop de retard. Combiner cours, révision, colle, détente dans une fenêtre de temps très réduite devient alors quelque chose de presque naturel. En fait, dès la prépa, l'étudiant se forme à être un futur manager. Il s'habitue au stress temporel, à ne pas compter ses heures et à rationaliser son temps. Second changement, le pragmatisme pour les concours. La prépa a pour vocation de préparer au concours, ce n'est pas une nouveauté. Mais cela place les étudiants dans un rapport particulier au savoir et à la connaissance. En prépa, on s'intéresse à ce qui marche au concours, c'est-à-dire à ce qui rapporte des points. C'est le concours qui définit ce qu'il faut savoir et comment. Et d'ailleurs, quotidiennement, le concours et ses modalités sont constamment rappelés en classe. Les étudiants doivent ainsi être pragmatiques. Ils doivent être performants et productifs, et en particulier dans les méthodes de travail. Il s'agit de retenir des choses efficaces dont on est sûr de pouvoir se servir au concours. Enfin, la quatrième grande idée du livre concerne les différences entre les classes prépa commerciales et les classes prépa scientifiques. Malgré leurs nombreux points communs, elles diffèrent sur le projet pédagogique. En prépa ingénieur, on cherche à former un esprit et une culture scientifique, un goût de la science, et la formation reste centrée autour des matières et de l'aspect théorique. La projection professionnelle est d'ailleurs bien souvent floue, parce que les étudiants s'attachent plus à la science qu'à un futur métier. A l'inverse, en prépa commerciale, on cherche à façonner des individus dotés d'une certaine aisance sociale. Cela passe par la maîtrise d'une culture générale, mais aussi par une attitude physique et vestimentaire particulière. La personnalité devient même une matière scolaire comme une autre. Elle est au cœur des entretiens de personnalité, propres aux prépa commerciales. Les matières principales, comme l'économie ou la géopolitique, très liées à l'actualité, visent aussi à former de futurs managers. Cette vidéo touche à sa fin, en espérant que cette promenade sociologique vous a permis de prendre un peu de recul, de défaire quelques mythes, mais surtout de voir la classe prépa autrement.